Julien Dessart, bonjour. Bonjour. Alors, Gand champion, est-ce que c'est possible? Tout est possible. Avec les playoffs, tout est possible. Il y a beaucoup d'équipes qui sont prétendantes cette année, plus que d'habitude même, je dirais. Donc, ce sera difficile. Vous avez le costard pour être champion? En tout cas, on pense qu'on peut viser une place intéressante. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on ne fait pas les résultats qui sont à l'autre de nos attentes. On perd trop de points bêtement. Et en tout cas, si on veut prétendre à quelque chose, il va falloir vite gommer ces petites imperfections en fin de match notamment. Oui, parce que vous êtes l'équipe qui a le plus d'occasions de but en Belgique et qui marque le moins, proportionnellement. Oui, voilà. On a fait aussi les comptes statistiques pendant le stage. On a remarqué qu'on était l'équipe qui avait, en tout cas par rapport au expected goals, le moins de buts marqués. Et c'est une de nos faiblesses, on le sait. Donc, on sait sur quoi on doit travailler. Mais il vaut mieux ça que l'inverse, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. On est conscient qu'on a du potentiel, on le sait. C'est pour ça qu'on est frustré aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être à la place où on devrait être. Vous savez pourquoi vous ratez autant? Non, si on le savait, on serait où on veut être. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Dans ce genre de situation, on a des super attaquants, on a des gens qui peuvent donner le ballon aussi, ne rentrent pas et parfois c'est une question un peu de chance et un peu de détermination peut-être aussi, à marquer, à mettre au fond. Détermination, pas assez d'envie? Je sais pas, peut-être parfois on pense qu'elle est déjà dedans alors qu'il faut mettre un peu plus de force, de pourcentage d'envie, donc ça peut être pas mal de choses. Hein. Et vous, paradoxalement, personnellement, vous n'avez jamais autant marqué. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que j'essaie de faire mon boulot en tant que milieu, c'est de marquer, de ne pas porter ma pierre à l'édifice. Mais c'est lié à votre rôle tactique? Ouais, c'est lié à une question de confiance personnelle et puis aussi une question tactique où en fait on est plus haut sur le terrain et que donc moi aussi je suis plus haut sur le terrain, donc je suis amené à frapper plus au but, à être dans des situations plus dangereuses que par rapport à quand j'étais à Courtrai, c'était plus du attaque-défense et plus de mètres à parcourir et plus des infiltrations. Ici je suis plus en position de frapper plus haut sur le terrain et ça me permet de montrer plus mes qualités aussi. Valensbroek, c'est aussi un système où on dit vas-y, c'est plus offensif? C'est un système qui a beaucoup de liberté pour les joueurs offensifs. Maintenant, pour les milieux, c'est un système, on sait ce qu'on doit faire. Pas dire que c'est limité, mais on sait ce qu'on doit faire défensivement, offensivement. C'est pas jouer au foufou et aller faire des courses beaucoup vers l'avant. C'est un système où on reste vraiment en position et on sait ce qu'on doit faire. Système très fouillé aussi, rien n'est laissé au hasard? Ouais, on travaille beaucoup tactiquement, que ce soit défensif ou offensif. On a des lignes de course, des lignes de passe qui sont prédéfinies, et ce qui fait qu'en général, on sait très vite comment et où on doit jouer le ballon. Ça vous plaît, ça, à vous, en tant qu'intello du foot, ou bien c'est parfois un peu robotisé? Non, ça me plaît, mais comme je dis, il y a aussi les joueurs offensifs qui ont une certaine liberté, que ce soit en possession ou en faire des appels en profondeur. Ils sont capables de tout, en fait. Ils sont capables de jouer avec le ballon dans les pieds, mais ils sont aussi capables d'aller faire un appel contre appel et partir en profondeur. Donc, pour nous, les milieux, ça fait pas mal de possibilités et ça me plaît assez bien. Vous êtes le chouchou du coach, là? Je sais pas, en tout cas, on le dit souvent, ça se passe bien pour le moment, donc il faut que ça reste comme ça. Enfin, il vous voulait absolument depuis longtemps. Oui, c'était important dans mes décisions aussi de venir ici, c'était que le coach me veuille et je préfère que le coach me veuille plutôt que ce soit une direction ou un comité de direction qui me veulent. Quand c'est le coach, ça prouve qu'il croit en vous et qu'il sait de quoi vous êtes capable. Vous souriez en disant ça, c'est expérience du passé parfois mauvaise ou une direction vous veut mais pas l'entraîneur? C'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience, en tout cas, que moi j'ai appris dans le football, c'est que en général une direction peut vous promettre d'être titulaire, mais au final c'est le coach qui prend la décision et personne aujourd'hui va vous promettre de jouer titulaire à chaque match. Ça, c'est des idées pour moi qui sont un peu folles et que j'ai appris dans le foot aussi, c'est que être titulaire, ça se gagne à l'entraînement chaque jour et prouver au coach quand on joue les matchs qu'il peut compter sur moi, sur vous. Mais un coach va quand même plus vous promettre d'être titulaire qu'un dirigeant? Pour moi, au final, c'est le coach qui prend la décision finale de mettre les 11 joueurs sur le terrain. Donc si le coach vous veut et vous dira « écoute, je crois en toi, tu auras ta chance », je croirais plus vite un coach qu'un président. Ouais. Oui. Et qu'est-ce qu'il a vu en vous, Valensbroek? Parce qu'on connaît depuis des années son système. C'est le premier qui a joué avec 3 derrière, avec des longues diagonales. C'est la diagonale de Sarr?
Entre autres, je crois. Aussi ma capacité physique à enchaîner les matchs et pouvoir tenir 90 minutes, faire les efforts. Donc il y a une capacité physique et il y a la capacité bien sûr des longs ballons, des diagonales que le coach apprécie chez moi. Et voilà, ma frappe de balle aussi, c'est quelque chose qui m'encourage à faire très souvent. Et donc avant de signer dans un club, vous rencontrez toujours d'abord le coach, avant? Non. Non, ici ça s'est passé principalement avec le coach Van Azebroek. C'est avec lui que j'ai eu les premiers contacts. Bon, après les agents et la direction, ils font le lien, mais en tout cas à l'avenir, si je pourrais avoir un lien directement avec le coach aussi, c'est quelque chose qui me plaira plus. Vous jouez beaucoup, hein, vous l'avez dit, 34 matchs j'ai compté, et quoi, jamais fatigué? Pas souvent, si je ne vais pas me vanter de ça, mais on a une préparation très dure, 6 semaines, vraiment beaucoup de volume, beaucoup de charges. Et puis même les premières semaines d'entraînement ont été aussi très dures. Et on se l'a dit aussi pendant la préparation entre joueurs, c'est que quand on est fatigué, en fait, on a encore je sais pas, 10% qui nous permettent d'encore y aller et de pousser. Quand même, quand les jambes sont fatiguées, on peut y aller. Mais ici aussi, en récupération, on récupère assez bien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup joué avec la même équipe aussi. Donc c'est que la préparation a été fructueuse. Donc c'est un point positif de l'équipe, c'est que physiquement, on est au top. C'est la meilleure saison de votre carrière? Les meilleurs 6 mois de ma carrière, c'est pas encore fini. Faut que je confirme, il faut que je continue à être au niveau que j'ai été. Donc oui, je me sens très bien physiquement, mentalement, mais il y a encore 5 mois à jouer. Et si je fais pas 5 bons mois, je pourrais pas dire que ça a été une bonne saison. Mais vous savez pourquoi vous êtes si bon? Non, enfin oui et non. J'ai 27 ans aujourd'hui. On dit souvent que c'est le meilleur moment pour un footballeur. Physiquement, je suis pas embêté par les blessures, je touche du bois. J'ai un coach qui me fait confiance, une équipe qui tourne bien. Donc beaucoup de conditions qui font qu'aujourd'hui, je suis à un bon moment de ma carrière. Oui. Et la saison est loin d'être finie parce que vous êtes le seul club belge présent sur 3 fronts. Ouais, Est-ce que ce marathon-là, vous allez pouvoir le tenir? On espère, on l'a tenu jusque maintenant. Ça n'a pas été facile. Comme vous l'avez dit, on a joué 34 matchs. Si je prends une équipe comme, je sais pas, peut-être Saint-Tron ou Zulte Game qui ne jouera pas les playoffs 2, ils vont peut-être jouer eux 36 matchs sur la saison et la Coupe Belgique, 34 matchs. Donc c'est fou qu'on a joué en 5 mois, ce qu'une équipe va peut-être jouer sur 10 mois. Donc il faut qu'on soit prêt. C'est pour ça que physiquement, ça a été dur. On a tenu 6 mois, pas trop de blessés, pas trop de Covid, même si maintenant on est un peu touché avec la Coupe d'Afrique aussi, c'est pas facile. Donc, mais je pense que physiquement on sera prêt et on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Vous n'allez pas devoir commencer à sélectionner à un moment donné des priorités? Le coach fera pas, le coach a beaucoup d'ambition sur les 3 fronts et je pense pas qu'il sélectionnera, non. Bon, enfin, si vous avez un trou au moment décisif, vous allez vous en vouloir. Ouais, mais après, il n'y a pas de regret à jouer les 3 compétitions à fond. On a envie d'aller le plus loin possible en championnat. Coupe d'Europe, qui sait, hein, si on a un tirage avantageux, aller loin aussi, ça peut être bien pour le club. Et puis la Coupe de Belgique, on joue 2 fois Bruges, ce sera bien, de beaux matchs. Donc, mais je suis convaincu que le coach n'aura pas sélectionné. Le fait d'être justement le dernier représentant belge en Coupe d'Europe, on sait que la situation du football belge, le coefficient est en chute libre. C'est quelque chose qui booste, c'est quelque chose où on se sent responsable? Non, je ne dirais pas qu'on a la pression de bien faire pour la Belgique, on a juste la pression de bien faire pour le club. C'est la première fois qu'il y a la Conference League, qu'on se qualifie pour la phase à élimination directe. Donc c'est juste une envie de bien faire par rapport à montrer gant à l'échelle européenne. Vous avez parlé tout à l'heure des expected goals. Hein. Les data, on n'en parle plus que de ça. Vous, comme joueur individuellement, c'est un truc qui vous nourrit? Non. J'ai vu une interview de Benzema hier ou avant-hier qui a dit que les statistiques, on regardait de plus en plus à ça et que si un joueur marquait 15 buts sur une saison, il était considéré comme bon joueur. Ben, j'y crois pas. Je trouve que le vrai footballeur se perd, le vrai joueur de foot se perd. Un vrai numéro 10 à l'ancienne aurait peut-être couru, je sais pas, 9 km sur un match. Aujourd'hui, si un joueur court 12 km, il a forcément fait un bon match. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est important, les datas, mais je pense qu'on perd aussi la valeur du vrai footballeur. La qualité première du footballeur, c'est la valeur technique, des visions du jeu. Et la vision du jeu, on ne sait pas l'avoir sur des datas. Et c'est ça que parfois, qui ne me plaît pas avec les datas, c'est que la vision, la vista d'un joueur se perd un peu.
Mais les infos que vous prenez de ça, les lignes de course, les replis défensifs, tout ça, ça nourrit pas votre jeu? C'est pas des trucs en plus? Si, j'y fais attention. Les statistiques physiques après les matchs, forcément, on les reçoit. Statistiques techniques, on les reçoit. J'aime bien regarder, par exemple, pourcentage de passes réussies ou pourcentage de duels gagnés, les récupérations. C'est des choses où, si je vois que j'ai récupéré 10 ballons, j'ai envie d'en faire 12 le match prochain. Donc, on se nourrit aussi un peu de cette motivation et on s'en sert. Mais j'aime pas quand on en fait tout un plat et que ça prend le dessus sur le vrai football. J'ai vu aussi, on parlait de 34 matchs que vous avez joués, mais aussi 8 cartes jaunes. Donc le gentil dossard, c'est fini ça? Vous avez un côté roquet? En fait, on me charrie avec ça, mais c'est beaucoup pour rouspétance aussi. C'est des bêtes cartes jaunes et moi aussi après après le match, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris une jaune là? Et je pense que j'ai pris 3-4 cartes jaunes bêtes et c'est aussi un truc pour moi que je dois améliorer et faire plus attention parce que quand je suis dans un match, je suis un peu différent qu'en dehors. Je suis dans mon match, dans ma bulle et parfois ça m'arrive de péter un peu les plombs sur un arbitre ou sur des fautes d'anti-jeu ou des pertes de temps. C'est des choses qui me font un peu sortir de mon match et c'est des choses que je dois travailler. Ça veut dire que vous êtes quelque part un leader aussi. Vous ne laissez pas faire. Ouais, mais je pense pas que je suis un leader parce que je me laisse pas faire. Je pense plutôt être un leader par exemple plutôt que par voix ou pouvoir exprimer. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup sur un terrain. Je suis plus quelqu'un qui va essayer de montrer la voie par mon jeu. Les rouspétances, c'est un truc que je m'interpelle toujours vu de la tribune. Ouais. C'est la frustration de la part d'un joueur, ou bien on se dit quand même qu'en mettant la pression sur l'arbitre, au prochain coup, ça fait partie de l'intox, ça peut servir. Bien sûr, l'intox, c'est de plus en plus dans le championnat belge. Ça m'avait marqué à mes débuts. Quand j'ai commencé au Standard, il y avait Timmy Simons qui jouait toujours à Bruges. Et à chaque faute, il allait trouver l'arbitre. Et moi, mais après le match, je demandais aux autres, mais c'est normal ça? Est-ce que c'est le foot? C'est comme ça que ça fonctionne en D1? Et on m'avait dit, oui, petit, t'apprendras que c'est comme ça. Et donc, ça m'avait choqué parce que vraiment, à chaque intervention, il allait trouver à l'arbitre, un petit tape sur les fesses, et l'arbitre, hé, là-bas, prochaine fois, c'est jaune celle-là. Et l'arbitre qui était interpellé, qui disait là, ah, peut-être, ouais, peut-être c'est jaune. Et c'est quelque chose qui m'a travaillé. Et au final, aujourd'hui, c'est un peu devenu naturel parce qu'avec l'expérience, on apprend qu'il faut un peu titiller l'arbitre de temps en temps, il faut savoir crier, lui dire, hey, c'est pas une jaune celle-là, ou ça fait 3 fois. Et donc c'est avec l'expérience et parfois je me rends compte que j'abuse de ça. Je suis premier à le dire. Mais ça marche? Et ça marche. Un exemple? C'est un exemple, mais c'est difficile. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça, mais aussi il y a des arbitres qui refusent tout dialogue aussi. D'autres arbitres avec qui on peut avoir le dialogue plus facile, ça dépend aussi de l'arbitre. Ça s'apprend aussi avec l'expérience. La diagonale, j'ai envie qu'on en parle, la diagonale de Dossard. Comment vous travaillez ça? C'est depuis toujours, hein? C'est associé à votre jeu. Hein? Ouais. Je ne sais pas si c'est un don ou si c'est quelque chose que j'ai eu sans... En tout cas, c'est sûr que je ne l'ai pas eu sans travailler. On avait un mur, il y a une salle synthétique à l'Académie du Standard, et avec des murs en béton, avec des goals ou des lignes, des buts, des ronds. Et je me rappelle, j'ai passé des heures à taper contre le mur. De loin? De plus en plus loin, de plus en plus près, ou juste travailler, même à 2 mètres, le coup du pied. Essayer que le coup du pied soit parfait, en fait. Et au fur et à mesure, reculer. Et puis taper assez tendu, en dessous d'une ligne, par exemple à 2 mètres de hauteur, taper en dessous le plus tendu possible. Et puis on recule, recule, recule. Et au final, je mettais un petit but à 50 mètres ou à 40 mètres et j'essayais de taper. Dedans? J'essayais de taper dedans, et puis sur 10 fois, ça allait, je sais pas, 3-4 fois, et au final, j'essayais de faire à chaque fois mieux, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, et ici à Gand aussi, avec Daniel Milicevic, avec qui je m'entendais bien quand on jouait l'un contre l'autre, et maintenant, il est coach, et lui me dicte plus, par exemple, sur quel joueur, la mettre au-dessus de quel joueur, par exemple. Par exemple, si je veux la mettre en profondeur, au-dessus du défenseur central, si c'est plus pour le back, au-dessus du back adverse, des petits moyens mémotechniques et visuels pour m'améliorer. Donc je vous donne une balle, il y a une poubelle à 40 mètres, boum, dedans. Le plus près possible, j'essaierai en tout cas, ouais. Maintenant, mais il y a aussi Steph Peters qui a une super diagonale en Belgique et voilà, je suis pas le seul à avoir une bonne diagonale, ça se travaille, mais voilà, quand je vois Steph Peters qui aussi envoie des super longs ballons, je suis sûr que lui aussi a beaucoup travaillé là-dessus et pas de secret, il faut passer par la répétition. Vous avez beaucoup regardé Rémi Gaillard sur YouTube?
Non. J'ai beaucoup regardé Xabi Alonso ou qu'est-ce qu'il y avait, ouais, surtout Xabi Alonso qui avait une diagonale phénoménale, ou Steven Gerrard aussi. Je me suis un peu inspiré d'eux sur YouTube. Et en même temps, est-ce que c'est toujours utile? Parce que je me dis souvent, les diagonales, c'est très très beau à voir, mais c'est souvent des balles très aériennes qui ne sont pas forcément évidentes à contrôler, parce que le type qui doit la recevoir, il doit être fort techniquement aussi. Est-ce que finalement, ça accélère vraiment le jeu? Ben, une bonne diagonale, pour moi, c'est une diagonale qui est tendue et qui accélère le jeu. Une diagonale qui touche les nuages, comme on dit. C'est pas une diagonale qui est efficace parce que le but d'une diagonale, c'est de déstabiliser un bloc pour changer de côté. Et quand la diagonale est trop haute et qu'elle prend trop de temps à arriver, ça ne va pas déstabiliser un bloc. Si une diagonale est tendue et permet à mon coéquipier de faire un bon contrôle vers l'avant, ça va être utile à l'équipe. Mais si elle est tendue ou si elle est un peu derrière lui, qu'on fasse la passe au défenseur et lui la fasse, ce sera la même chose. Donc une bonne diagonale, c'est une diagonale qui est tendue et qui déstabilise un bloc. Et selon le ballon, la marque du ballon, ça change tout, non? Oui, ça change tout. Ouais. Ça change tout, que ce soit, moi je ne vais pas citer de marque, mais en championnat belge ou en Europe, c'est un ballon qui est différent. Et il faut la frapper différemment parce que parfois elles sont plus légères ou plus lourdes ou elles flottent un peu plus en l'air. Donc il faut essayer de travailler en semaine, d'en faire un peu de répétition quand il y a l'opportunité avant les matchs. Bon, alors votre standard, là, qui est malade, est-ce que du coup vous êtes malade aussi? Mon standard, c'est longtemps que c'est plus mon standard, mais non, je ne suis pas malade. Je me suis un peu détaché de ça aussi, de la situation, même si bien sûr je suis un petit peu affecté par rapport aux gens qui y travaillent. J'ai des amis, des connaissances qui y travaillent et ça m'affecte pour eux, cette situation, mais moi, ça ne m'affecte plus. Est-ce qu'ils sont vraiment sous-classés ou bien il y a eu vraiment trop d'erreurs? Le classement ne ment pas forcément tout le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas avec ce qu'ils ont montré depuis le début de saison, ils sont à leur place. C'est dur, mais c'est comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me contredire, je pense. Il manque beaucoup de choses aujourd'hui au Standard pour qu'il soit de nouveau ce qu'il était. Mais ça reviendra parce qu'ils ont l'histoire et ils ont le potentiel en tout cas pour être ce qu'ils étaient. C'est ce qu'on dit toujours, que les choses reviennent, mais attention, non? Il y a des clubs légendaires qui se sont complètement noyés. Oui, bien sûr, il y a toujours un risque. C'est difficile pour une situation, en tout cas pour un club comme le Standard qui est l'égérie de la Wallonie, si je puis dire, d'être dans une situation comme ça, et ça affecte, je suis sûr, toute la région. Maintenant, il y a aussi l'académie, et j'espère qu'il y a les jeunes qui vont suivre et qui pourront aider à la reconstruction. C'est une reconstruction et ça va mettre du temps, c'est sûr. Et les joueurs disent toujours, ben voilà, on finira toujours la bout dans le club formateur. Julien Dessart finira au Standard? Peut-être pas en tant que joueur, mais je l'espère en tant que formateur, oui. Donc il y a quand même quelque chose qui reste. Voilà. Oui, je sais que plus tard j'habiterai à Liège, j'ai ma famille qui est là-bas, tous mes amis, j'ai toujours dit j'ai un lien particulier. Maintenant je m'en suis détaché, mais voilà, j'aimerais plus tard retravailler à l'académie parce que l'académie m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris et ce serait un plaisir pour moi de transmettre ça aux jeunes. Ouais, donc dans le full business, ces liens-là, ils existent, ils continuent à exister. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que chaque fois que vous quittez un club, je pense, vous laissez un message aux supporters. Donc c'est un truc qui vit en vous. Ben, je trouve que c'est la moindre des choses parce que ces gens-là, ils donnent du temps, de l'argent au club, à nous les joueurs. Et voilà, c'est un petit message, c'est pas grand-chose, hein, mais il y a plein de joueurs qui se foutent de ça, non? Oui. Oui, il y en a, mais après, ils n'ont pas le côté affectif ou l'éducation que j'ai eue, en tout cas, c'était comme ça. Et l'éducation de mes parents, l'éducation footballistique que j'ai eue aussi, c'est qu'il y a un lien affectif qui se crée avec le club. Et quand on signe pour un club, on signe affectivement, sportivement, on signe pour tout, on s'implique à 100%. Et ça implique de l'émotion aussi. Et c'est pour ça que partout où je m'implique à 100% dans l'émotion, dans le sportif. Et quand je quitte, c'est important de remercier tout le monde. Et puis il y a tous les excès, et puis le footgate dont on parle maintenant. Tout le monde est un peu sous le choc. Est-ce que vous, en tant que joueur, en tant qu'acteur, vous aussi ou pas? Oui, totalement. Moi, j'hallucine tous les jours. Je lis un peu les news et il y a des choses nouvelles qui sortent chaque jour. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. On voit les sommes. C'est des sommes qui me choquent aussi. On parle des joueurs de foot. Quand on voit les entraîneurs, les agences ce qu'ils prennent en net, hein, dans noir, c'est totalement incroyable. Et l'image du football est pas belle et c'est pas comme ça qu'elle va devenir meilleure parce que malheureusement, on va souffrir de ça des années et nous, les joueurs, de ça aussi. Et vous êtes vraiment surpris ou bien Non, vraiment. It's part of the business.
Non, vraiment, bien sûr, quand dans le milieu, maintenant ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu, j'ai entendu des histoires, mais on se dit, ouais, c'est le cas d'un ou deux joueurs, mais maintenant c'est le cas de dizaines de joueurs, de dizaines d'entraîneurs, de dizaines de managers, de dizaines de dirigeants de clubs, d'arbitres, enfin, ça s'arrête tout, quoi. On ne sait pas où ça s'arrête, et c'est inquiétant, et voilà, c'est un peu dégoûtant, quoi, d'être dans un milieu pareil. Moi, ça me dégoûte, quoi, d'être dans un milieu comme ça. Ouais. Et des matchs week-end, il y en a eu, hein, il y en a eu partout, depuis que le football existe, depuis que le monde existe. Est-ce que parfois, comme joueur, on sent des trucs bizarres sur un terrain? Un arbitre ou des joueurs, est-ce que parfois on se dit c'est pas normal? Bah, à l'époque, non. À l'époque, on se disait, ah, c'est dommage. Maintenant, avec le recul, quand on entend des arbitres ou des dirigeants qui ont parlé avec des joueurs et qui auraient peut-être truqué des matchs, ben, là, on se pose plein de questions. Donc du coup, les matchs que vous jouez pour l'instant, dans ce climat actuel, vous vous posez des questions? Non, peut-être pas les matchs qu'on joue maintenant, y a pas, je pense pas à ça, mais moi, je pense à ma première saison avec le Standard où on a terminé deuxième pour un demi-point et qu'apparemment des matchs auraient été truqués pendant ces playoffs-là. Les accusations du Châtelet? Pareil, voilà. Ben, je me dis, j'aurais pu être champion à 18 ans avec le Standard de Liège. Ma carrière, elle est totalement différente. Si je suis champion à 18 ans avec le Standard, c'est un accomplissement. Pour moi, ça aurait changé ma carrière. Ma façon, en tout cas, le regard que j'aurais sur ma carrière aujourd'hui aurait été différent. Et ça me fait râler parce que je me dis, purée, peut-être que j'ai raté quelque chose. J'ai raté le fait d'être champion à Liège, quoi. C'est extraordinaire d'être champion à Liège en tant que Liégeois. Donc peut-être que j'ai raté ça à cause d'accusations, de triche, de trucage. Et voilà, en tout cas, avec le recul, c'est des choses pour ça qui me dégoûtent et ça me pose des questions sur l'avenir du football belge, quoi. Et quand vous revivez les matchs de l'époque, vous voyez les actions, vous vous dites avec le recul, ah oui, quand même? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment repensé à ça. Par contre, une chose que j'ai dite aussi, c'est que le président du Châtelet était convaincu qu'il y avait des choses malsaines qui s'étaient passées pendant les playoffs. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque. On avait eu un meeting tous ensemble. Entre joueurs, on s'était un peu regardé du genre, un peu fou celui-là. Mais au final, je pense qu'il avait raison. Et il y a eu des choses, des erreurs d'arbitrage, des erreurs des matchs bizarres en tout cas. Et alors des joueurs qui ont truqué des matchs, souvent c'est des joueurs qui étaient dans des clubs en difficulté financière. À l'époque c'était l'affaire des Chinois. Est-ce que par exemple, parce que c'est humain, quand on a besoin de pognon, est-ce que, allez, posons la question brutalement, est-ce que vous pourriez tenter à un moment donné, en situation de difficulté, de dire, bah, allez. C'est difficile à dire, j'ai pas été dans la situation. Maintenant j'imagine que oui, comme dans tout métier en fait, quand on est en difficulté et qu'on a de l'argent facile, je pense que c'est difficile de dire non. Il y a une question d'éthique, une question... il y a l'éthique propre du footballeur, mais voilà, je ne sais pas si chacun a la même vision du football, de l'éthique. Moi, ça me paraît inconcevable. Vous n'avez jamais été approché? Non, mais ça me paraît inconcevable, même qu'on m'approche. Je ne vois pas comment quelqu'un pourrait se dire ah, je vais l'approcher et essayer de truquer un match. Ça me paraît inconcevable, mais ça a été apparemment... Ça a été fait et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est... Le milieu du foot, c'est un milieu qui est dégoûtant, quoi, et qui est vraiment pas l'idée qu'on avait quand moi j'étais plus jeune et l'idée que j'avais du football belge. Et par exemple, comme joueur, quel est votre contrôle sur vos agents? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que vos agents, en négociant votre contrat quand vous n'êtes pas là, ils font des trucs? Il n'y a rien qui nous dit ça. On marche à la confiance. Je travaille aujourd'hui avec un agent en qui j'ai 100% confiance, parce que je le connais depuis des années et il me fait confiance à 100%, je fais confiance à 100%, mais ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Voilà, il y a beaucoup d'agents dans le milieu aujourd'hui et qui peut être sûr en tant que joueur que son agent est fiable à 100%. Il n'y a que 5% des joueurs ou 10% des joueurs qui peuvent être sûrs de ça. C'est la réalité aujourd'hui. Une dizaine de papiers, vous en prenez 5. Je vous demande de réagir chaque fois. Alors, premier papier. Alexis. Alexis, c'est le petit frère. Le petit frangin, ouais. Un peu mitigé, en tout cas pour lui, pour le moment. Il est à Louvain. Pardon? Il est à Louvain. Qui est à Louvain, qui ne joue pas. Bien sûr, quand il a signé à Louvain, il s'attendait à autre chose. Retrouver Marc Brace. Et voilà, en tout cas, l'expérience jusque maintenant n'est pas positive. Il lui reste quelques mois pour essayer d'inverser la tendance. Ce ne sera pas facile, mais il va essayer. Et bon, si ça se passe mal, il appartient toujours à Anvers, qui est un bon club de Belgique. Donc, il retombera toujours sur ses pattes. Et je suis sûr qu'avec sa mentalité et les qualités qu'il a, il trouvera toujours un projet à la hauteur de ses attentes. Il mérite de jouer? C'est dur. Il y a des joueurs qui sont
sont en place et qui jouent bien aussi. Mais je pense qu'Alexis, s'il avait pu recevoir la confiance et la continuité que les joueurs ont eu jusqu'à maintenant à Louvain, il aurait pu faire aussi bien, si pas mieux. Donc c'est ça le foot. C'est des hauts et des bas et c'est comme ça. Et quand le patron est ailleurs, à Leicester en l'occurrence, est-ce que vous pensez que parfois ça peut favoriser certains joueurs par rapport à d'autres? Je pense que non. J'espère que non. Je pense que le coach est le seul décideur de l'équipe et ouais, je pense pas que, en tout cas à Leicester, à Louvain, il y a l'influence de Leicester. S'appelait De Sa, la famille De Sa, on sait son importance, elle est dans le football belge. Bon, dans votre parcours, ça a été un avantage ou un inconvénient? Ça a été dur au début, que ce soit chez les jeunes ou à nos débuts en pro. Ça a été dur par rapport à l'extérieur. En interne, pour Alexis et moi, ça a été un bénéfice parce qu'on avait le conseil du paternel qui était du milieu et que ce soit au point de vue relationnel ou au point de vue purement footballistique, on a toujours des bons conseils et il nous a beaucoup aidé dans nos premières années de professionnel aussi. Mais par rapport au regard des gens, on a été les fils d'eux pendant des mois et peut-être des années au début et on a dû se faire un nom peut-être plus que d'autres, on a dû prouver plus que d'autres, ça c'est sûr et certain, parce que les gens étaient convaincus qu'on était là grâce à notre papa et ça a toujours été une motivation pour Alexis et moi de prouver qu'on était là pour nos qualités et pas pour notre nom. Mais donc vous êtes plus fort mentalement? Exact, ça nous a forgé un caractère et même aujourd'hui avec mon père, quand on parle des matchs, mon père a rarement été satisfait de mes performances et il voulait toujours plus. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis rarement satisfait de mes performances et je veux plus. Et ça, c'est grâce à lui et à nos longs débriefings d'après-match. Deuxième papier. Deuxième papier, paternité. Vous êtes papa, vous? Je suis papa d'un petit garçon de 2 ans et demi qui est totalement fou de foot déjà. Aïe. Ouais, qui ne met que la vareuse à la maison, il ne veut pas s'habiller, il met les vareuses. De quel club? Ouais, du Gant. Il a les 3 couleurs, alors il faut changer les couleurs. Quand il vient au stade, il est complètement fou. Il faut l'amener sur le terrain après le match. Il y a vraiment l'ADN de ça qui est présente. Et voilà, c'est maman qui n'est pas forcément contente de ça, mais qui Pourquoi? partage l'hobby de son fils, la passion de son fils. Et il est toujours fait, son papa, toujours le meilleur sur le terrain. Oui, toujours papa, les copains de papa. Il marquait un but de papa et là, il est content quand je marque. Donc, vous êtes toujours l'homme du match? Toujours l'homme du match, toujours bien joué papa. Il veut voir mes bobos aussi quand j'ai des petits bobos aux jambes. Il veut prendre soin de moi, il met de la crème. Donc voilà. Il est concerné à 100% par la carrière de son papa. Donc il y aura encore une génération de Sarr après? Ouais, je sais pas, je ne le forcerai pas, ça c'est sûr. Il fera ce qu'il veut. S'il veut faire du foot, je soutiendrai, mais s'il veut faire du tennis, c'est la même chose pour moi. La paternité, justement, vous regardez, enfin, c'est un cliché, mais on regarde la vie autrement après? Non, c'est pas un cliché, ça a changé ma vie. Après un mauvais match ou une défaite, revenir à la maison et jouer avec son fils, ça change les idées, ça permet de changer de monde. Hein. On oublie un peu le foot et on est avec son fils et on oublie le reste. Donc c'est pas un cliché, c'est vraiment quelque chose qui change la façon de voir les choses. Et parfois dans un vestiaire, vous voyez des jeunes qui parlent de bagnole, de meufs et compagnie, vous vous dites... Pff. Ouais, j'ai jamais vraiment été comme ça, mais c'est vrai que pouvoir parler des enfants avec des autres, de leur évolution avec les autres, c'est un sujet de conversation que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Prochain papier. Tissou Dali. Ouais. Le magicien de Gand. C'est un super joueur qui devrait être numéro 1 débuteur et de loin. Ah ouais, si on voit aussi les expected goals que lui aurait dû marquer, je pense qu'il devrait être devant tout le monde. C'est ce qui lui manque aussi, c'est être un tueur devant le but. Il fait toujours très bien. Dans le rectangle, je trouve qu'il a une maîtrise de son corps dans le rectangle qui est... c'est le meilleur en Belgique pour ça. Savoir où il se trouve par rapport au but et aux défenseurs, les petits crochets, ça il fait super bien. Il manque juste ce dernier geste de temps en temps. S'il pouvait améliorer ça, il serait, je suis sûr, à 15 buts déjà maintenant. C'est qui le meilleur joueur à qui vous avez joué? En Belgique ou à l'étranger? Quand vous voulez. Il y a Adama Traoré, qui est à Wolverhampton, le monstre. J'ai joué avec lui à Middlesbrough. C'était un fameux joueur.
Donc je vais citer lui, mais si c'est pour citer au standard, il y avait quand même Michy Batshuayi à l'époque qui était très très fort. Et qui est en train de rater sa carrière, non? Par rapport au Qui ne potentiel. fait pas la carrière qu'il aurait dû faire, mais qui en tout cas, au niveau des qualités, un des Pas assez meilleurs avec qui j'ai sérieux, joué. quoi? Trop foufou? Peut-être, peut-être. Une question peut-être choix de carrière aussi, qui n'a pas toujours été super, mais... En même temps, il faut du bol dans une carrière, non? Ah oui, il faut le bon moment et le bon endroit. C'est très important dans une carrière. 4e papier. Van Van Azebroek. Azebroek. C'est sûr que au jour d'aujourd'hui, j'ai que des choses positives à dire là-dessus, parce que forcément, j'ai joué presque tous les matchs et je suis dans une bonne passe de ma carrière, où je me sens bien physiquement, mentalement, comme je l'ai dit. Et c'est un système et c'est un coach que j'apprécie beaucoup, qui laisse rien au hasard et qui, tactiquement, on apprend tous les jours, enfin en tout cas chaque semaine. Donc voilà, que du positif pour le moment. Il a toujours raison, non? Il aime bien avoir raison, ouais. Mais il a souvent raison, il a beaucoup d'expérience et souvent ce qu'il dit se passe. Donc, ouais. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur un point, vous lui dites? Non, personne ne lui dit. Dommage, c'est un type intelligent. Oui. Il supporte pas la critique? Ou la contestation? En tout cas, au moment même, il dira qu'il a raison, mais je pense qu'il y réfléchira tout seul et peut-être le jour après dira « Ah, ouais, peut-être que là, tu avais raison ». Ouais. Julien Dessart, plus tard entraîneur ou pas? Non. Fini le milieu du foot, comme j'ai dit, c'est pas un milieu que j'apprécie de moins en moins. Et c'est pas en tout cas un milieu où je me vois évoluer dans le futur. Je me vois beaucoup plus avec les jeunes et essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre pendant ma carrière. Mais c'est dingue de se dire que pendant 15 ans, on fait un métier qui au départ est sa passion, mais on le fait quelque part contre son gré, on n'aime pas. C'est pas contre mon gré. J'apprécie le métier de footballeur. C'est plus tout ce qu'il y a autour que j'apprécie de moins en moins et encore moins avec le Footgate. Mais en tout cas, le métier de footballeur, j'ai toujours la même passion d'apprendre, de m'améliorer, de jouer au foot, de rester après l'entraînement, d'être le premier sur le terrain. C'est des choses que jamais, je suis sûr jusqu'au dernier jour de ma carrière, resteront. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas pour moi. Ça n'abîme pas la passion. En tout cas, chez moi, ça n'abîme pas. Et au contraire, j'ai toujours envie d'avoir plus, d'apprendre tactiquement, physiquement, techniquement, de pouvoir m'améliorer en tant que joueur et pouvoir transmettre ça plus tard. Sans le foot, vous auriez fait quoi? Je sais pas. Ça a toujours été mon option numéro 1. Maintenant, je me rends compte que voilà, j'aime beaucoup l'immobilier, j'aime beaucoup... ma femme a fait des études de commerce, c'est quelque chose que j'apprécie aussi, donc je pense que j'aurais eu plusieurs voies. 5e papier. Victor Valdés. Équipier hein, à Middlesbrough. Équipier à Middlesbrough. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance, vraiment, une chance incroyable de boire mon café tous les matins avec lui à Middlesbrough pendant 6 mois. On buvait notre café ensemble. Ça m'a permis de lui demander... Je pense qu'il devait en avoir marre de moi à un moment donné parce que je lui demandais tellement des histoires par rapport à Barcelone, Ronaldinho, Manchester United par la suite. Enfin, incroyable quoi. C'était moi qui étais fan de Barcelone, en plus, tiki-taka, Pep Guardiola, et de pouvoir être avec un joueur de cette équipe-là dans mon équipe. En plus, lui, voilà, par la suite, il me disait ouais, Busquets, tu sais, Busquets, il était fort dans ça. Si toi, tu fais plus ça, peut-être que tu vas lui ressembler. Alors moi, j'étais là, ouais, vas-y, je vais faire ça et tout ça. Donc, c'était magnifique, quoi. J'avais 21 ans, 22 ans, et je découvrais l'Angleterre. Puis lui, il est arrivé, il me racontait des histoires de Barcelone, de Ronaldinho. Enfin voilà, la Masia, c'était extraordinaire, quoi. Je me suis vraiment nourri de son expérience pendant 6 mois et c'est inoubliable pour moi en tout cas. Ce qui est dingue, on lit souvent des grands joueurs, que ce sont des personnes humbles. Ah ouais, totalement. Victor Valdés, c'était le gardien qui restait après chaque entraînement et qui demandait à faire la finition de l'entraînement. On voyait le 3e gardien qui rentrait et Victor Valdés, il était là, qui restait après l'entraînement. On était une dizaine à faire de la finition, c'était le seul gardien.
Et parfois, dans les bons jours, il disait « Aujourd'hui, vous ne marquez pas. Aujourd'hui, il n'y a personne qui marque. » On faisait des stats en définition et il allait chercher tous les ballons, quoi. Et ça, c'est quelque chose aussi dont je me servirai plus tard quand je serai encore plus vieux. C'est que essayer de, tous les jours, essayer de travailler, d'être la meilleure version de moi-même. Et c'est ce qu'il essayait de faire. Et franchement, respect pour ça, quoi. Parce que l'humilité, ça va être compliqué. Quand on est porté au nu, quand on est une star, on peut vite décoller quand même, non? Ouais, mais quand on le voit, on n'a pas l'impression en fait qu'il a été champion d'Espagne 10 fois, Ligue des Champions. C'est quelqu'un de très simple. Je sais pas, même sa façon de s'habiller, sa voiture. Enfin, je sais pas, il est tellement détaché de tout ça que on ne pourrait jamais croire qu'il a été champion d'Europe, alors que voilà, c'est un des gardiens les plus titrés de l'histoire et qui était dans la meilleure équipe de l'histoire du football, quoi. Et alors, c'est vous qui l'avez envoyé au Standard, alors, après? Non, ça c'était avant, je crois. Il C'était m'a avant? rejoint à Middlesbrough, ouais. Ah, ok. À l'époque, on avait le même agent, ouais. Mais il était à Manchester United, hein, je pense, quand il est venu Ok. au Standard. Mais en fait, il est arrivé et moi, je suis parti à ce moment-là. Au Standard, on s'est connus 2-3 jours au Standard. Et après, quand il est arrivé à Middlesbrough, il m'a dit « Toi, ta tête me dit quelque chose. » Il me dit « La Masia ?» Je dis « Non, dommage. » Il dit « Non, c'est pas la Masia. » Il dit « C'est du Standard. » « Ah oui, la Belgique, ouais, juste. » Et puis alors, on a pris notre agent et il m'a dit juste tu viens de Liège. Alors, on a parlé de Liège, forcément. Je lui ai demandé comment c'était. Et il a apprécié. Il m'a dit que c'était une ville qu'il avait surprise. Les boulets au sop? Non, il n'avait pas goûté, je lui ai demandé. Mais il avait goûté les laquements de la foire. Il avait goûté. Je lui avais dit les trucs ronds là, avec du sirop bien sucré. Ah ouais, top. Ouais. De belles anecdotes dans ma carrière avec ça. Quelle est la meilleure décision de votre carrière et la pire? La meilleure décision, c'était de rejoindre la Gantoise. Et la pire décision, pas la pire, mais la moins bonne, c'était de rejoindre Zulte Waregem. Pas pour le fait que ce soit Zulte Waregem, mais c'est un transfert que j'ai fait tôt dans le mercato, après 6 mois en Championship. Et peut-être que j'aurais dû attendre un peu plus pour avoir peut-être quelque chose qui me correspondait qui me correspondait mieux, ou en tout cas peut-être qui m'aurait permis de rester encore en Angleterre et qui sait d'être reparti plus tard, de faire une autre carrière. Une plus belle? Peut-être. Ouais, c'est facile à dire maintenant, mais c'est pas fini, j'ai encore beaucoup d'ambition et j'espère que voilà, Gand n'est pas la dernière étape de ma carrière. Quel est le plus beau transfert que vous avez raté? Qui ne s'est pas fait? Proposition? Je pense après ma première année au Standard, Lille. On va dire Lille. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Je ne sais pas. Dans le football, il y a tellement de paramètres. Mais de toute façon, je ne voulais pas partir. Après ma première saison au Standard, d'ailleurs, j'ai signé 5 ans, un contrat de 5 ans après ça. Mais pas vraiment de regrets. Mais je pense qu'à cette époque-là, enfin en tout cas dans ma carrière, Lille a été un des plus gros clubs qui m'a approché. Vous allez un jour en Chine, au Qatar, pour le pognon? Jamais dire jamais. Fin de carrière, pourquoi pas, pour finir une carrière et remplir les sacs une dernière fois. C'est jamais. Jamais dire jamais, ce serait hypocrite de ma part de dire non. Donc, le petit rêve secret que vous avez, à la limite impossible à réaliser, que vous avez quand même envie de réaliser un jour, en fermant les yeux, un truc de malade, quoi. Première Ligue. Ah oui, parce que vous n'avez pas joué, en fait. Non, c'est ça le pire, en fait, c'est que j'ai touché de tellement près que c'est pas un regret parce que à l'époque c'était déjà très bien pour moi. Mais en tout cas la Première Ligue, ça reste pour moi le Graal. Et le club pour vous ne signerait jamais? Il n'y en a pas, je pense. Même pas en direct? Il y a 0,000,1% de chance que ça arrive, mais... Quoi qu'Anderlecht vous propose? Que je signe là-bas ou qu'Anderlecht me propose? Pourquoi? Je sais pas. Je me vois Mais pas si, vous savez.
Non, je me vois pas dans ce club. Pourquoi? Je sais pas. C'est par rapport à mon historique avec le Standard et c'est pas un club où je me vois dans le futur. Hein. C'est tout. Mais vous ne l'excluez pas, vous, de vous-même, de signer là? Pas à 100%, non. À 99,9%. Maillot numéro 13 à Gand, Ouais. superstition? Non, en fait, ma femme et mon fils sont nés le 13. Ma femme le 13 juillet et mon fils le 13 août. C'était très simple choix, ce numéro 13. Porte-bonheur. Merci Julien. Merci à vous, toujours un plaisir.